À la une de l'actualité, le gouvernement veut réprimer fortement le faux monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. C'est l'une des décisions majeures du Conseil des ministres d'hier. Le Conseil qui a abordé plusieurs autres dossiers, dont l'immigration clandestine. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Quel est le point de la situation en Côte d'Ivoire? Comment se fait la prise en charge? Dans ce 13h, vous aurez la réponse à toutes ces préoccupations. En Colombie, l'hypothèse d'une panne de carburant serait à l'origine du crash d'avion qui a coûté la vie à 71 footballeurs brésiliens. Bonjour à tous. Jeudi 1er décembre, on parlera largement du sida au cours de cette édition, mais avant, revenons sur le Conseil des ministres d'hier. L'une des décisions prises est de réprimer fortement le faux monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Le Conseil a aussi décidé de lutter énergiquement contre l'immigration clandestine. Il faut signaler que près de 5000 Ivoiriens ont été enregistrés à Lampedusa en Italie. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Jérôme Kofi Aboulin. La création d'emplois, préoccupation qui ne laisse jamais le gouvernement indifférent. Par conséquent, des mesures à son actif pour lui permettre de satisfaire ses besoins sans cesse croissants sont prises chaque fois que l'occasion se présente. Au cours du Conseil des ministres ce mercredi, il a encore été décidé d'attribuer des permis de recherche minière à des sociétés, ce qui va certainement contribuer à la création de plusieurs emplois, au moins une cinquantaine. La mesure concerne les départements de Guitry, Didievi, Tiebissou, Mbayakro, Dabakala et Odjiene. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, le Conseil a adopté 4 décrets portant attribution de permis de recherche minière valables pour l'or. Le premier porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Santamin Côte d'Ivoire SARL dans le département d'Odjiene. Le deuxième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Dabakala et de Mbayakro. Le troisième porte attribution d'un permis de recherche minière toujours à la société Resolute Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Tiebissou et de Didievi. Et le quatrième porte attribution d'un permis de recherche minière à la société Miminvest SA dans le département de Guitry. Ces permis de recherche sont délivrés pour une période de 4 ans. Ici, il y a 59 emplois qui sont créés pour 3,4 milliards de francs CFA, à peu près d'investissement. Une autre bonne nouvelle, celle relative au renouvellement du parc automobile ivoirien avec plus de 50 000 véhicules neufs sur les 5 ans à venir. Un décret porte, lui, ratification de l'accord de prêt d'environ 118 milliards de francs CFA conclu entre la Banque d'export-import de l'Inde, Exim Bank Inde, et notre pays, le 1er août 2016, en vue du financement du projet de renouvellement du parc automobile ivoirien. Ce projet est une réponse partielle à la situation actuelle de vieillissement du parc de véhicules en Côte d'Ivoire. Ce financement permettra de couvrir environ 16% du besoin de renouvellement du parc automobile ivoirien, en permettant la mise en circulation sur 5 ans d'environ 50 000 véhicules neufs. Aussi, le Conseil a-t-il décidé d'aller contre le faux monnayage et d'autres atteintes aux signes monétaires. Le projet de loi fixe les incriminations et les sanctions applicables, réprime entre autres la fabrication des pièces de monnaie et billets de banque réalisés à l'aide d'installations ou de matériel autorisé, destiné à cette fin lorsque cette fabrication est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires ou sans l'accord de celles-ci, donc de ces institutions. Ce projet de loi prévoit également l'obligation pour toute personne ayant reçu des signes monétaires contrefaits ou falsifiés, y compris les banques et établissements financiers, ainsi que les systèmes financiers décentralisés, de les remettre à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement entend ainsi apporter des réponses appropriées à certains agissements qui peuvent troubler fortement l'équilibre économique et monétaire de la Côte d'Ivoire en particulier et de la sous-région ouest africaine plus généralement.
Le mois de novembre touchant à sa fin, le prochain Conseil des ministres aura lieu dans le mois qui suit, c'est-à-dire le 7 décembre. Et aujourd'hui, 1er décembre, le monde entier se mobilise aujourd'hui justement contre le sida en levant la main pour plus de prévention, un sujet qui interpelle en Côte d'Ivoire. Quel est le point de la situation? Astou Touré a fait le tour de la question pour vous. Regardez. Selon des chiffres récents, le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire a chuté. De 4,5% en 2005, les statistiques actuelles parlent de 3,7%. Sur 460 000 personnes vivant avec le VIH, on dénombre plus de 250 000 femmes et environ 20 000 enfants. La majorité des enfants est infectée durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou lorsqu'ils sont allaités par une mère elle-même séropositive. Face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures conduisant à une baisse considérable du taux d'infection au niveau des femmes enceintes. Les enfants s'infectent à 90% par cette voie de transmission par enfant. Ce qui a permis de pouvoir dépister, renforcer le dépistage chez les femmes enceintes et de pouvoir, dans un premier temps, les mettre sous prophylaxie antirétrovirale qui permet donc de prévenir la transmission à l'enfant. Et ensuite, depuis fin 2015, début 2016, le traitement à vie pour les femmes, pour lesquelles nous avons à peu près 5 000 femmes qui sont sous traitement à vie, ce qui tout ça a permis de renforcer les activités de PTME, prévention de la transmission mère-enfant. La frange d'âge la plus touchée reste celle comprise entre 15 et 49 ans. Les plus vulnérables demeurent les prostituées, les drogués, les homosexuels et principalement les adolescentes qui, elles, s'infectent jeunes. On s'est rendu compte que du fait que ces populations se cachent, une fois que l'infection à VIH pénètre dans ces populations, ça devient comme un foyer d'entretien. Donc c'est difficile d'aller les chercher. On a l'impression que les femmes s'infectent jeunes et les hommes s'infectent plus âgés. Quand vous prenez les jeunes, surtout les jeunes filles, avec la situation aujourd'hui, on prend communément un exemple, la tablette. Pour pouvoir acheter, les jeunes filles ont tendance à avoir des rapports sexuels avec des personnes âgées. Et comme les jeunes garçons, à cet âge-là, sont encore sur les bancs, ils n'ont pas l'argent. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec des jeunes, pour la majorité des cas. Et puis les garçons, ils attendent de grandir, parce que quand ils grandissent, qu'ils ont l'argent, ils veulent se marier. C'est avec les jeunes filles qui se sont infectées plus jeunes qu'ils vont se marier plus tard. Donc, ils s'infectent en ce moment. Selon les enquêtes de la démographie et de la santé, la prévalence du VIH est élevée en zone urbaine. Abidjan en tête avec 5,1%, le centre-nord avec 4,4%, le centre-est avec 4%. Le refus et la non-participation aux tests du VIH et le faible taux d'utilisation du préservatif restent les principales raisons. Des chiffres qui attestent bien qu'un changement de comportement s'impose. Ça fait bien longtemps qu'on parle de préservatif. On a même l'impression qu'on gave la population de préservatifs, mais la réalité est que le taux d'utilisation des préservatifs reste encore faible. Il y a certes la sensibilisation, mais ce qu'on demande surtout en termes de sensibilisation, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire la communication qui débouche effectivement sur un changement de comportement. Sinon, on reste dans l'information. C'est de privilégier la communication personne à personne. En Côte d'Ivoire, depuis 2008, le traitement antirétroviral est gratuit, tous les examens y compris. Sur 243 000 dépistés, 35 à 40% bénéficient de ce traitement. Des centaines de centres de santé existent sur toute l'étendue du territoire national pour la prise en charge médicale. Aujourd'hui, le traitement antirétroviral est gratuit en Côte d'Ivoire depuis 2008. Ensuite, le dépistage est également gratuit. Et il y a un bilan, le bilan qui accompagne la mise sous traitement antirétroviral, il est également gratuit. Donc, toutes ces mesures ont été prises pour qu'un plus grand nombre puisse avoir accès. Et aujourd'hui, avec l'appui des partenaires et avec les efforts du gouvernement, de plus en plus d'investissements pour l'achat des médicaments et des intrants sont réalisés. Et donc, du coup, on peut dire que l'accès au traitement pour tout le monde en Côte d'Ivoire est très facilité. Pour la mise en œuvre de ces différents projets, le Programme national de lutte contre le VIH-Sida bénéficie de l'appui du Fonds mondial, du PEPFAR, de la coopération allemande et française et bien d'autres.
L'ONU-SIDA, dans son dernier rapport, rappelle que 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et que depuis le début de l'épidémie, 35 millions de personnes sont décédées. Plus de 30 ans après, donc, le SIDA continue de faire des victimes qui sont souvent rejetées par la société. Sita Soro a rencontré une dame infectée qui ne vit que de charité. Son reportage. C'est ici que loge celle que nous allons appeler Eugénie. C'est depuis maintenant 5 ans que Eugénie vit dans ces conditions. Une petite chambre, sans lumière, sans aucune autre commodité. Pour cause, elle a été abandonnée par sa famille lorsque sa séropositivité a été déclarée. J'étais malade et puis je ne retrouvais pas la guérison. Donc, c'est là que je me suis fait dépister. Et vu qu'ils m'ont dit que j'étais infectée. Est-ce que vous avez annoncé la nouvelle à vos proches? Je ne savais pas où ils étaient et eux-mêmes ne savaient pas où j'étais. Donc c'est quand j'étais hospitalisée, j'étais gravement malade que j'étais hospitalisée. Et les médecins les ont appelés. Et puis ils sont venus à l'hôpital. Et puis de l'hôpital, ils sont disparus aussi, ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Des mains charitables, les mains d'une ONG, lui ont permis de loger dans cette petite maison qu'elle partage avec son petit-fils, qui lui n'est pas porteur du virus. Depuis lors, Eugénie vit dans la précarité totale. C'est de l'hôpital, on m'a montré à ONG parce qu'il n'y avait personne pour payer les médicaments. Donc c'est un médecin qui me suit, qui m'a montré ici. Et puis je suis venue. Dès que je suis venue, en même temps, ils ont payé mes médicaments. Je vivais à l'église. Ils ont payé mes médicaments et puis jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de payer mes médicaments. Je me suis sentie très mal. Et puis seule. La famille d'Eugénie est loin d'être la seule à avoir un regard stigmatisant sur ces femmes infectées par le VIH-Sida. Sa situation met en lumière le calvaire, le quotidien de ces nombreuses femmes déclarées séropositives. Ces femmes vivant avec le VIH continuent de faire l'objet de stigmatisation et de discrimination au sein de leur communauté. Abandon de l'époux, de la famille et même de leurs enfants. Une fille que j'ai connue, et puis je découvre après, si elle me l'a caché, que je découvre qu'elle a le sida, poursuivre ma vie avec elle, je ne peux pas. Tu dis que la femme qui a sida, moi je ne peux pas rester à elle. Des regards qui, loin de contribuer au rétablissement physique et moral du patient, le conduisent lentement vers l'isolement, l'abandon, la perte de l'estime de soi, la dépression, à coup sûr, vers la mort. Vous imaginez l'état d'esprit des personnes qui, après un test, n'est-ce pas, sont déclarées positives. Et étant donné la perception que l'on a au niveau de notre société encore, de cette maladie, de ses causes, ainsi de suite, ce sont des personnes, j'allais dire en griffe, qui sont déprimées. Ce sont des personnes qui estiment qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Voilà, vous avez des personnes, dès qu'elles sont déclarées séropositives, la vie s'arrête. Pour elles et pour beaucoup, la vie n'a plus de sens. Du moment où je suis déclarée personne séropositive, la vie n'a plus de sens. L'œil, le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH ne change pas malgré l'amélioration de leur état de santé grâce au traitement antirétroviral aujourd'hui. Des ONG telles que ABSI, qui hébergent Eugénie, sont parfois les seuls recours de ces femmes abandonnées. Nous, notre travail, justement, c'est d'éviter qu'on en arrive là. C'est de faire en sorte que, en dépit du rejet communautaire, du rejet de l'entourage familial, que ces personnes, par un travail sur elles-mêmes, puissent véritablement reprendre goût à la vie et s'engager, n'est-ce pas, dans un processus de prise en charge personnelle. Les différentes composantes de la personne, que ce soit économique, sociale et autres, soient mises ensemble pour donner une chance, n'est-ce pas, à cette personne de pouvoir retrouver progressivement un certain niveau de bien-être. Aujourd'hui, à bout de souffle, Eugénie se réfugie dans sa foi chrétienne où elle retrouve un tant soit peu le réconfort. Lorsque mes parents m'ont rejeté, si je n'avais pas mis ma confiance en Jésus, je n'allais pas être ici aujourd'hui. Parce que je crois en lui. J'avais une camarade, on s'est connus à l'église. Puis elle m'aidait. Donc je lui ai dit que si j'avais quelque chose, j'allais faire un petit truc. Donc elle m'a aidé, elle m'a donné 5 000 francs.
Et c'est avec ça que je vends mes agneaux. Malgré la mobilisation et la sensibilisation, il est tragique de constater que la stigmatisation et la discrimination constituent toujours des problèmes majeurs. En Côte d'Ivoire, les femmes sont les plus infectées par le VIH-Sida. Elles sont au nombre de 260 000 sur les 460 000 malades que compte le pays, soit 56%. Et il faut dire que dans le cadre de la lutte contre le VIH, le soutien aux communautés est incontournable dans la lutte. Les acteurs et les décideurs ont animé récemment un panel sur la question lors de la célébration des 10 ans de l'Alliance Côte d'Ivoire. Emmanuel Niamien. Autour de cette table, des acteurs de la lutte contre le sida, le programme national, la Banque mondiale et le PEPFAR, en pleine discussion sur l'importance de l'action des communautés dans la lutte. Justement, dans la lutte contre le VIH, les communautés sont incontournables et les organisations comme Alliance Côte d'Ivoire, par exemple, qui a glané la plus forte note en matière de soutien aux communautés, sont à encourager. Nous avons marqué le pas pour faire le point, mais prendre des décisions, des résolutions pour avancer et faire mieux. Parce que tous ces malades-là, de professions diverses, de compétences diverses, la Côte d'Ivoire en a besoin pour son développement. 10 ans de présence active sur le terrain pour accompagner l'action du gouvernement ivoirien. Mais les soutiens financiers internationaux s'amenuisent. Et malgré tout, pour Alliance internationale, Alliance Côte d'Ivoire doit continuer son action jusqu'à l'atteinte des 0% de VIH-Sida à l'horizon 2050. Et le défi pour l'Alliance Côte d'Ivoire, c'est de commencer à penser au système de performance beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, de continuer à faire son bon travail avec le fonds de développement, mais aussi de trouver des façons de faire la pérennisation de leur travail. Bilan à mi-parcours satisfaisant qui a été l'œuvre de ces agents qui sont ici encouragés. Rappelons que les 10 jours d'activisme qui ont meublé la célébration des 10 ans de cette organisation ont concerné en plus du sida, la tuberculose et les violences basées sur le genre. L'Alliance Côte d'Ivoire mène le combat contre le sida, l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité aussi. Cette ONG va bientôt construire un centre d'accueil pour les orphelins et les veuves victimes du sida. Emmanuel Niamien. Yopougon Niango Sud, à droite au siège de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité. Journée chargée comme tous les 1er décembre. L'organisation s'est fixée comme objectif de redonner le sourire aux veuves et aux orphelins du fait du VIH-Sida. Après 10 ans d'activité sur le terrain, l'heure est au bilan. Côte d'Ivoire Solidarité a fait pas mal de cérémonies de remise de dons aux orphelins et aux veuves. Et donc, à ce jour, nous comptons plus d'une centaine de veuves et d'orphelins. Et donc, nous voulons les recaser. Raviver la flamme de l'espoir chez les veuves et les orphelins, cela passe certes par des dons en vivre et en non-vivre, mais aussi et surtout par un suivi. Aimé Monoko l'a bien compris. Le président de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité vient d'acquérir un terrain et il entend le mettre à profit pour offrir un mieux-être aux victimes du sida qu'il côtoie au quotidien. Quand le centre sera bâti, elles viendront ici, dormir là, manger ici, et de là, on va leur faire des commerces, où elles seront réinsérées de nouveau dans la société. Les enfants également, à partir d'ici, ces enfants seront réinsérés dans le système social en allant à l'école. Alors nous demandons à nos partenaires, voici enfin une occasion de faire parler leur cœur. Sur ce site sera donc construit un centre d'accueil de 100 places, le lieu d'un nouveau départ. Autre stratégie pour lutter contre la pandémie, c'est la vente de timbres dits de solidarité. L'objectif affiché par les maires du district d'Abidjan est clair. Il s'agit de recueillir des fonds additionnels pour lutter contre la maladie. Sita Soro pour plus de détails. Des timbres, mais pas n'importe lesquels. Des thèmes de solidarité vendus pour la recherche de ressources additionnelles pour la lutte contre le sida. La cérémonie de vente a eu lieu à la mairie du Plateau, une initiative du maire d'Atekoubé, Dao Polé. Les maires du district d'Abidjan, réunis au sein de la coordination des maires, dirigée par le premier magistrat de la commune du Plateau, Noël Akossi Benjo,
ont décidé de prendre une part active dans la lutte contre le sida. Astin Marguerite Dofou, directrice du Fonds national de lutte contre le sida, a rendu hommage aux maires dont l'action vient sortir les comités de lutte de leur léthargie. Pour elle, la mise en vente des thèmes de solidarité apportera des ressources conséquentes. 25% des revenus seront remis aux communes dans la proportion de ce qu'elles auront cotisé, a-t-elle précisé. Quant au directeur pays de l'ONU-SIDA, Tal Tamsir, il s'est réjoui de l'initiative des maires. Les maires présents et les représentants des maires ont réceptionné les spécimens de timbres, des timbres dont les prix vont de 100 francs à 50 000 francs CFA. Ce soir à 20h, d'autres éléments sur le sida. Au niveau de l'agence emploi jeune, il existe un cadre de collaboration entre l'agence et des cabinets de placement. 4 mois après, les différents acteurs se sont retrouvés pour faire un point. Le reportage de Grace Kando. 2,3 millions d'emplois ont été créés sur la période 2011-2015 en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. Pour consolider ces acquis et créer davantage d'emplois, un cadre de collaboration entre l'Agence Emploi Jeunes et des cabinets privés de placement a été mis en place. 4 mois après, une rencontre d'évaluation a eu lieu. Beaucoup de choses ont évolué. Aujourd'hui, nous avons une liste stabilisée de cabinets agréés qui est donc consultable à partir de notre site internet. Nous avons également mis en place un système d'information qui permet déjà de capter les recrutements qui sont opérés par ces agences. Les cabinets privés de placement sont déterminés à accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans sa quête de lutte contre le chômage. Nous avons vu la volonté de l'agence emploi jeune de céder une partie de leurs activités aux cabinets privés. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place déjà une organisation professionnelle. Deuxièmement, de revoir avec l'agence emploi jeune les tests, parce que les tests sont, à notre avis, un peu dépassés. Comment assurer le contrôle des prestations? Quel processus envisager? Autant de questions qui trouveront réponse au cours d'un séminaire les prochains jours. Il réunira l'agence emploi jeune et les cabinets privés de placement. Journée d'échange avec les entreprises suisses sur la formation professionnelle par alternance. Journée initiée par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi. Il s'agit de permettre aux jeunes diplômés de s'inspirer du modèle suisse en matière de formation professionnelle par alternance. Emmanuel Niamien. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle décidé a trouvé une solution au chômage des jeunes diplômés. En initiant cette journée d'échange avec les entreprises suisses sur la formation professionnelle par alternance, il veut s'inspirer du modèle suisse afin d'offrir des opportunités d'emploi aux jeunes diplômés. Dans la journée, l'enfant qui est en formation fait une partie en entreprise. Il peut dans la semaine aller sur 3 jours, sur 7 en entreprise pour vivre en réalité ce qui se passe en entreprise. Ce dispositif évite que l'enfant qui est sorti et diplômé puisse passer un temps à rechercher ce qu'on appelle l'expérience. Vous savez que l'expérience est souvent un élément bloquant pour les diplômés qui sortent des établissements. Et c'est pourquoi, en le faisant, nous gagnons déjà sur la formation pour que dans le même délai, des 3 années, par exemple, passées pour faire le BT, les enfants puissent être immédiatement opérationnels et quelquefois même, ils sont déjà pré-embauchés. Selon l'ambassadeur des Suisses en Côte d'Ivoire présent à cette cérémonie, la formation professionnelle par alternance, dont son pays est l'un des leaders mondiaux, a permis de réduire considérablement le taux de chômage en Suisse. Chez nous, cette forme d'apprentissage et de formation professionnelle est hautement valorisée dans la société, ce qui fait que pratiquement 2/3 de nos jeunes, après l'écolage obligatoire, choisissent cette voie de faire donc un apprentissage en entreprise en parallèle avec une formation, ce qui fait que nous avons
pas de problème d'insertion professionnelle. Pour la mise en œuvre de ce projet, selon le ministre Paul Kofi Kofi, des entreprises suisses basées en Côte d'Ivoire sont prêtes à soutenir l'État ivoirien. Mais il souhaite également que d'autres entreprises se joignent au projet afin de contribuer ensemble à résoudre l'épineuse question de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole et le secteur sémencier préoccupent la Commission de l'Union africaine. Des experts africains réfléchissent sur le sujet dans le souci d'améliorer ce secteur en Afrique. Sita Soro. Une agriculture performante et productive ne peut se faire sans un bon secteur sémencier. Pourtant, selon les experts, jusque-là, dans la majeure partie des pays africains, l'offre en semences améliorée couvre moins de 5% des besoins des agriculteurs. C'est donc pour réfléchir aux solutions à apporter face au manque de disponibilité, mais surtout à l'accessibilité des semences améliorées, que le conseil d'administration d'Africa Seeds est en conclave. Nous pensons que Africa Seeds pourra maintenant, avec les autres intervenants dans le secteur de la sémence, faire en sorte qu'ils puissent contribuer à appuyer la promotion de l'agriculture à travers une utilisation efficiente de la sémence. En plus du renforcement de capacités des structures étatiques en charge de produire les politiques sémencières au niveau de chaque pays membre, le Conseil d'Africa Seeds mènera la sensibilisation pour l'éclosion de petites et moyennes entreprises semencières, une opportunité d'emploi dans ce secteur. Selon la FAO, l'utilisation de semences améliorées garantit à elle seule 40% de la productivité de l'exploitation agricole. Dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-Japon, cette remise officielle des clés de plusieurs réalisations du Japon dans la région de Gbeke. Ce sont des infrastructures scolaires et plusieurs autres projets qui ont été réalisés sur place. Reportage Charles Tato. Le projet de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, en exécution dans la région de Gbeke depuis 3 ans, matérialise considérablement la coopération ivoiro-japonaise. 36 nouvelles salles de classe avec 6 bureaux réalisés, des établissements primaires réhabilités et équipés en mobilier scolaire, des comités de gestion des établissements scolaires formés, des unions de COGES mises en place, fourrages construits et équipés, 48 pompes villageoises réhabilitées et des artisans réparateurs formés et équipés. Tous ces équipements de développement sont les fruits du projet JICA. La région de Gbeke en est la zone pilote. C'est vraiment des infrastructures de haute importance qui ont été donc dotées aux populations. Et nous sommes heureux de saisir cette occasion pour dire merci au Japon, pour dire merci à cette coopération japonaise qui a pu réaliser cela. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'ambassade du Japon viennent de procéder à la remise officielle des clés des acquis de ce projet. En ce jour solennel, qui magnifie la coopération entre nos deux pays, je voudrais saisir cette occasion pour traduire au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais également au nom du gouvernement ivoirien, nos sincères remerciements au Japon, un vrai ami de la Côte d'Ivoire. Cette politique coordonne exactement avec la politique de la Côte d'Ivoire, dirigé par le président Alassane Ouattara. Coût global du financement de ce projet, plus de 3 milliards de francs CFA, dont 94,32% comme contribution du Japon. Parlons maintenant réconciliation avec les populations du village de Ouarebota dans la commune de Bonon qui ont décidé de tourner définitivement le dos à la division. Elles viennent d'organiser une journée de réconciliation après des heurts dans le village suite à l'élection du 7e chef de la localité, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Ouarebota, localité de la commune de Bonon, veut amorcer son développement dans la cohésion sociale. Les populations de ce village, pour ce faire, viennent d'organiser une journée de réconciliation. En effet, ces populations s'étaient divisées à la suite de l'élection du 7e chef du village. 2 clans s'étaient alors opposés sur son choix. Aujourd'hui, l'heure est à l'union pour un développement harmonieux de Ouarebota, une initiative de la mutuelle du village, la MUDESCO. Pour le président de cette mutuelle, la paix retrouvée, la solidarité agissante, marque le début du décollage du développement de ce village. La présidente des femmes
s'est réjoui de cette réconciliation qui va permettre aux populations de parler désormais d'une seule voix. Le chef du village ainsi que les autres intervenants ont salué l'initiative de la mutuelle qui permet d'enterrer définitivement la hache de guerre. Ils ont tous lancé un appel aux autorités pour la construction d'un château d'eau et d'un centre de santé pour le bonheur des populations. En image en Colombie pour terminer, les enquêteurs avancent l'hypothèse d'une panne de carburant. L'appareil n'avait plus de carburant au moment de l'impact, ont-ils annoncé lors d'une conférence de presse. Hier, les hommages à l'équipe brésilienne se sont multipliés après le crash aérien qui a fait 71 morts et décimé le club de football brésilien. Voilà, et c'est la fin de ce 13h supervisé par Michel Mambo. Merci. Merci de votre fidélité.